Coucou, c'est Cathy, bienvenue dans le podcast Papillon en Lumière, un lieu de partage, d'échange et d'inspiration. Ici, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, que ce soit pour ton corps, ton esprit ou ton âme. Des échanges ouverts sur différents thèmes comme l'alimentation, la santé, le développement personnel et la spiritualité, la femme et la maternité, la carrière, les relations et plein d'autres sujets encore. Tu découvriras des personnes qui m'ont inspirée et qui m'inspirent pour que tu puisses toi aussi t'inspirer et te reconnecter à toi-même avec amour et bienveillance. Coucou, je suis heureuse de te partager cette conversation avec Marine. Une conversation vraiment riche et remplie d'informations. Marine est éducatrice de santé naturopathe. Tu la connais peut-être sous le nom de Green Marine Naturo sur Insta. Elle est passionnée par la santé de la femme et est spécialiste dans la fertilité et l'accompagnement grossesse et postpartum. Son histoire de vie et ses problèmes de santé l'ont emmenée là où elle est aujourd'hui. Et, euh, et cela nous montre bien que chaque difficulté finalement nous emmène vers notre chemin. Alors n'hésite pas à partager cet épisode à toutes les magnifiques femmes puissantes qui t'entourent parce que cet épisode est vraiment riche d'informations. Je te laisse t'installer et c'est parti. Coucou Marine, ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Avec grand plaisir, moi aussi. C'est la première fois, hein, donc Oui, alors pour commencer, pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir qui tu es, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? oui, alors donc je m'appelle Marine Charaf, j'ai 32 ans, je suis éducatrice de santé naturopathe. J'aime bien rajouter le éducatrice de santé parce que ça fait vraiment, voilà une grande ça donne c'est une grande part dans mon travail d'éduquer à la santé, de transmettre et de rendre les personnes responsables et autonomes, vis-à-vis de leur santé. J'ai eu un parcours un petit peu, éclectique. Avant, je disais chaotique, mais maintenant plutôt éclectique. J'ai eu une enfance avec pas mal de soucis de santé, adolescence compliquée avec beaucoup de problèmes de troubles du comportement alimentaire, de, prise de poids, de dépression. J'avais été même diagnostiquée, cyclotimique, un trouble bipolaire atténué et ça avait été assez, compliqué, donc sous médicaments pendant pas mal d'années. Et puis, un jour, donc moi j'ai fait d'autres études en parallèle, j'ai fait une prépa Sciences Po, ensuite j'ai fait, le cours Florent pour faire du théâtre. J'ai travaillé comme comédienne pendant quelques années et ensuite, j'ai fait aussi une licence de lettres modernes parce que j'étais passionnée par la littérature et seulement ensuite, des études de naturopathie. En fait, les études de naturopathie, ça faisait vraiment des années que j'étais passionnée par, l'alimentation et la santé, globale et en fait, je ne connaissais pas le métier. Et c'est un jour par hasard ma belle-sœur qui était elle, diététicienne, qui m'a parlé de la naturopathie. Et là je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais faire avec, ce côté, très global où on ne parle pas que d'alimentation, on va parler aussi gestion des émotions, du stress, du sommeil, de l'exercice physique, des émotions, voilà, de toutes les «couches» entre guillemets de l'humain. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé puisque moi-même, avant, d'être naturopathe, je m'étais, sortie de pas mal de problèmes de santé grâce à ça. Et grâce à un médecin traitant en fait qui, avait pas vraiment le temps de m'aider à creuser le sujet, mais qui m'a au moins, ouvert la voie. En fait, j'étais un peu dans une impasse thérapeutique à un moment donné avec une fatigue chronique que j'arrivais pas du tout à m'en sortir et j'étais sous médicaments à ce moment-là et en fait, à l'époque, j'étais comédienne et j'avais beaucoup de mal à retenir mes textes. Donc ça devenait vraiment, très, très embêtant Mhm. et à cause des médicaments et en fait, il m'a dit, je j'ai pas trop d'infos, mais j'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait des cliniques où ils avaient une approche assez globale, où les personnes font de l'exercice physique, ont une discipline de vie et une hygiène de vie très stricte, qui leur permet de sortir de cette fatigue chronique. Et en fait, voilà, ça a été juste le petit germe dans ma tête qui m'a dit, il y a peut-être une autre possibilité
que les médicaments et tous leurs effets secondaires surtout qui étaient problématiques pour moi et voilà, j'ai creusé, j'ai commencé à tester des choses sur moi petit à petit et c'est là que je me suis rendu compte que je m'en sortais. Voilà, donc ça a été, vraiment avec un accompagnement aussi en médecine conventionnelle, mais j'ai pas tout lâché mes médicaments du jour au lendemain, mais vraiment je me suis rendu compte que j'avais encore la maîtrise, le pouvoir sur mon corps, sur mon esprit et ça a été le déclic et une fois que j'ai réalisé ça, je voulais absolument le transmettre. Et aujourd'hui, tu prends plus du tout de médicaments? Plus du tout depuis, je pense une dizaine d'années. Ouais D'accord, OK. et c'est vraiment, étonnant parce qu'on m'avait dit que j'en aurais besoin toute ma vie. Un des déclics aussi qui a fait que, je voulais absolument m'en sortir, c'est le jour en fait où on m'a dit: «Ça va être très compliqué pour vous d'avoir des enfants ou si vous en voulez, il faudra arrêter les médicaments, mais vous risquez d'être en crise et ça arrive, mais du coup, vous pourriez être hospitalisé pendant votre grossesse ou après l'accouchement» et cetera et moi c'était, juste impensable. Soit de ne pas avoir d'enfant, enfin en tout cas qu'on me dise que c'était pas possible, soit qu'on me dise que ça allait être vraiment, très, très compliqué comme ça et voilà, ça a été aussi le déclic. Je me suis dit: «Il faut que je trouve une autre solution» et ensuite, je me suis formée à la naturopathie. Je suis restée assez généraliste, les premiers temps. J'ai eu 2 bébés entre-temps et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, en lien avec la santé de la femme, avec, son estime d'elle-même, avec, l'image corporelle, avec les émotions et évidemment en rajoutant l'alimentation, l'exercice physique et cetera, mais qu'il fallait vraiment, commencer par là presque. Oui, parce que le bien-être, c'est très global, hein. C'est en lien avec, le sport, avec le mental, avec, ce qu'on mange. Donc, c'est sûr que tout est lié. Ouais, ouais, ouais et puis, une fois que j'ai commencé à exercer, chaque client, chaque cliente me faisait aussi beaucoup progresser. C'est-à-dire que j'ai vu, j'étais au départ, en sortant de l'école, j'étais, hygiéniste pure et dure. C'est-à-dire que je proposais des des «protocoles» entre guillemets ou des suivis avec, heu, de l'hygiène de vie pure et dure, de l'alimentation très stricte, des rythmes de vie très stricts et je me rendais compte que ça marchait pas tant que ça sur certaines personnes. Ça marchait très bien sur d'autres, mais d'autres personnes, bah, ça marchait pas du tout, elles abandonnaient très vite. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que la part émotionnelle et estime de soi et image corporelle avait vraiment, un impact très, très fort et qu'il fallait commencer par ce levier-là et ensuite attaquer le reste. Et en même temps, en fait, au fond de moi, je pense que je le savais quelque part parce qu'à l'époque, quand j'avais mis en place certaines choses, très, strictes pour mon hygiène de vie et pour, moi m'en sortir toute seule, je me suis rendu compte que j'avais besoin de petites béquilles à côté et de travailler pas seulement sur mon alimentation, parce qu'en plus j'ai traversé les 4 troubles alimentaires, donc j'ai fait, de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie et de l'orthorexie et je savais bien, par expérience, qu'en fait, c'était pas une question de volonté, que c'était pas en me disant: «Demain, je mange parfaitement du matin au soir», que j'allais m'en sortir ou que j'allais, faire du sport ou que j'allais c'était aussi travailler sur, quelle vision j'avais de moi, pourquoi j'avais besoin de m'infliger cette souffrance, cette torture tous les jours, hem et comment je faisais en sorte que, j'ai suffisamment d'estime pour moi et pour mon corps pour que j'ai envie de lui faire du bien et pas d'être dans la punition et souvent quand j'entamais des cycles très, disciplinés, en hygiène de vie, je me rendais compte que c'était pour me punir de quelque chose et donc je le tenais pas. Forcément, c'était trop dans la contrainte, ça ne marchait pas, et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire les choses petit à petit pour moi, pour me faire du bien, pour être en santé, pour, voilà, de manière positive, là, mon corps et mon esprit ont accepté et ont suivi ce que je proposais. Mais avant C'est ça, ce il y qui avait t'a beaucoup aidé? de ouais. Ah oui, oui, oui. Donc je pense que ça, je l'avais expérimenté pour moi, mais j'avais pas encore réalisé que c'était aussi, valable pour d'autres et c'est, seulement après un petit peu de pratique en tant que naturopathe que j'ai évolué et que j'ai essayé d'adapter les choses, aux personnes que je rencontrais pour leur proposer, voilà, de partir, aussi de l'émotionnel et d'avancer, par rapport à ça. Et c'est de toute façon, en naturopathie, il y a 10 techniques, il y en a 3 principales. C'est l'alimentation,
la gestion émotionnelle et donc du stress et l'exercice physique. Enfin, l'exercice physique, en fait, c'est la gestion émonctorielle, mais à l'intérieur de ça, il y a l'exercice physique, il y a la gestion du transit, et cetera. Il y a plein de choses. Donc il y a 3 techniques vraiment principales et ensuite, hem, souvent, en général, enfin voilà, très, très régulièrement en naturopathie, on attaque par l'alimentation Mmh. et c'est là que je me suis rendu compte que pour la plupart des personnes qui venaient me voir, alors c'est peut-être aussi des personnes qui sont attirées aussi par mon histoire et qui ont, des troubles alimentaires ou des, problèmes d'estime d'elles-mêmes, hem, du coup d'attaquer par l'alimentation, ça marche pas. Oui, Ça puis devient vite on est tous ouais, uniques, hein, donc c'est vrai qu'en fonction de notre histoire, en fonction de nos blessures et cetera, on réagit tous, différemment. exactement, voilà. Et Mmh. ça, vraiment, c'est, à chaque de toute façon, à chaque fois que je rencontre une personne, je repars de zéro. J'ai aucune attente. Hem, j'essaye d'être, complètement vide dans mon esprit et voilà et d'entendre tout ce qu'elle va me dire pour pouvoir être à l'affût de petits mots qui vont me donner un indice, de champs lexicaux aussi qui vont revenir. Alors je pense que ça aussi, ça vient de mon intérêt pour les lettres, pour les mots, mes études en littérature, Hem, donc je suis très sensible à ça, aux mots que la personne, va choisir, va utiliser et donc ça me donne beaucoup d'indices et donc c'est vrai que je j'ai pas je alors j'envoie, un petit questionnaire au préalable pour, plus pour que la personne commence à faire un travail et soit en mode réflexion et moi ça me donne quelques indicateurs mais je vais pas m'appuyer là-dessus pour, arriver et savoir à l'avance ce que je vais proposer. Ce sera vraiment au fil du bilan de vitalité que je vais avoir des pistes. Mais je vais pas, faire, ma petite fiche conseil à partir du questionnaire qu'elle aura rempli. C'est un accompagnement, plutôt, individuel et non pas, des programmes, déjà, tout faits, déjà tout préparés. Exactement. Alors après, j'ai rien contre les programmes déjà préparés, parce que parfois ils peuvent aider ou même parfois il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, de payer un accompagnement, personnalisé, entièrement naturo et cetera. Tout à fait. Mais c'est vrai que si on vient me voir et qu'on paye la séance et que voilà, on fait 1 heure et demie d'entretien, je fais en sorte que ce soit vraiment, vraiment hyper personnalisé. Et puis en plus, en naturopathie, c'est un petit peu comme en ayurveda et en médecine traditionnelle chinoise, hem, on fait très attention à la morphologie de la personne, au tempérament de la personne, parce qu'on sait que son corps va pas réagir de la même manière selon, qu'elle soit, plutôt, alors ce qu'on je vais pas rentrer dans les termes naturopathiques, mais, enfin disons que par exemple une personne qu'on appelle neuroarthritique va pas forcément, aussi bien, comment dire? Être, enfin avoir des résultats, quand on va lui proposer des bains froids, par exemple, par rapport à une personne, qui est plus vitale. Donc voilà, selon la morphologie, selon le tempérament. C'est pour ça que je pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions pendant ce bilan de vitalité et à travers le questionnaire sur comment la personne, comment son corps réagit, comment il vit, comment il s'étend dans l'espace. Ça me permet de savoir si voilà, je vais proposer plutôt une cure avec, de l'eau chaude, de l'eau froide, tel type d'aliments, des aliments plutôt crus, des aliments plutôt, cuits. Voilà, donc ça va vraiment dépendre. Oui, oui, bien sûr. Enfin, forcément, de toute façon, encore une fois, on est tellement tous uniques, tellement tous différents qu'il y a plusieurs aspects à regarder et pas que l'aspect Exactement. alimentaire. Ouais et puis c'est vrai que j'ai parfois eu des personnes qui avaient une hygiène de vie parfaite et qui étaient quand même en mauvaise santé et donc ça m'a poussée aussi à creuser, à aller voir quels étaient potentiellement des blocages, psychologiques, énergétiques, parce que voilà, la personne, elle se levait à heure fixe, elle dormait plutôt bien, elle mangeait parfaitement, elle faisait du sport, mais ça n'allait pas. Donc voilà, il y a parfois des choses, qui sont dans notre émotionnel et parfois des choses qui ne nous appartiennent pas non plus, qui sont transmises ou héritées et il faut aller creuser de ce côté-là pour s'en libérer. Oui, oui. Bah, Voilà. il y a beaucoup, de toute façon, l'émotion, joue, sur, énormément de choses, hein, dans notre corps, hein. Ouais. Ouais, Que ce soit des maladies ou des troubles alimentaires, ça joue beaucoup. exactement.
Oui, Et en fait, je me rends compte que quand on a une approche qui va aller, un petit peu toucher tous les aspects, on va potentialiser les effets et oui, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et ça va être aussi assez facile quand oui, on débloque un petit peu tout en même temps. oui, Alors après, on va pas faire en sorte de pas surcharger la personne. Là, c'est trop voilà, c'est le travail du naturopathe aussi de pas en demander trop, pour pas mettre la personne en posture d'échec. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important, d'y aller étape par étape quand il faut, mais de pas travailler juste sur un axe. Là, c'est vraiment important de travailler, de rester, global. Donc voilà, oui. donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que c'est vrai que je peux repartir à zéro avec, chaque nouvelle personne, donc c'est passionnant. C'est ton premier rendez-vous qui va te guider en fait, Ouais. avec la cliente ou le client. Ouais. Enfin la cliente, c'est plus des femmes. J'ai plus de femmes. Ça m'arrive d'avoir des hommes, mais j'ai beaucoup plus de femmes. Tu as beaucoup de femmes qui viennent te voir du coup pour, tout ce qui est grossesse, fertilité, Oui. postpartum? Oui, oui, oui. Alors moi, je me suis, vraiment passionnée pour le sujet. Alors, personnellement déjà parce que moi, j'ai pas eu du tout de soucis pour tomber enceinte, mais il y a un historique familial de, problèmes de fertilité et de fausses couches et cetera. Donc voilà, j'étais très sensibilisée à ça et j'étais, moi-même persuadée que j'allais avoir des problèmes, en essayant de tomber enceinte et puis en fin de compte, j'ai eu beaucoup de chance et je pense aussi que l'hygiène de vie et tout le travail émotionnel que j'avais fait en amont, tout ça, ça a beaucoup aidé, à pas avoir de blocage ou pas voilà, pas trop et donc je me suis comme il y avait cette historique familial, je me suis toujours énormément intéressée à la fertilité, et puis ensuite à l'accompagnement de la femme, dans des moments où elle est à la fois hyper vulnérable et hyper forte. C'est ce qui me frappe, chez les femmes, qui vont vouloir être enceintes, qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher, c'est cette dualité de vulnérabilité et sensibilité extrême qui est nécessaire parce qu'elle est censée protéger son bébé et voilà et être à l'affût du moindre petit signe. Donc elle devient hyper sensible mais du coup, d'une fragile et en même temps d'une force incroyable. J'ai vu des femmes mais faire des choses incroyables pour réussir à tomber enceinte, pour garder un bébé alors que c'était mal parti, pour s'en sortir en postpartum alors que c'était vraiment dur, des femmes avec qui ont eu des soucis de santé, etc. Donc je me rends compte vraiment de la force. Et puis moi, pour l'avoir vécu aussi, euh, depuis que j'ai eu mes enfants, voilà, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement puissante dans mon corps de femme et dans mon esprit de femme aussi. Mmh. Heu, c'est quelque chose, ouais, de peut-être que des femmes je pense pas qu'il faille absolument passer par la maternité pour être au contact de ça et je rencontre plein de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui n'en veulent pas, et qui sont hyper puissantes. Mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression que j'avais eu besoin de traverser ça et de rentrer en contact avec la naissance, avec ce que mon corps était capable de faire, avec cette responsabilité immense d'élever un enfant pour rentrer en contact avec cette force intérieure qui, voilà, qui m'a plus quittée. Et encore plus depuis mon deuxième accouchement où j'ai accouché à la maison. Oui. Là, là, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas de moi et, et que j'avais pu rencontrer une partie de moi que je ne je savais même pas qu'elle était là, vraiment. Donc, voilà, je suis passionnée par l'accompagnement des femmes pour ça, en lien avec la maternité, mais pas seulement. Euh, mais c'est vrai que la maternité, c'est une étape, pas obligatoire dans la vie d'une femme, hein, et on n'est pas femme complète seulement en devenant mère, parce qu'il y a plein de femmes qui s'épanouissent et qui sont des femmes incroyables sans avoir besoin d'être mère, enfin d'enfanter, elles peuvent enfanter d'autres choses dans leur vie. Tout à fait. Mais, ouais, c'est vrai que pour beaucoup de femmes, la maternité c'est une étape incroyable. La naissance est incroyable aussi parce on touche du doigt la mort et la vie à la fois. C'est quelque chose d'abyssal, mais incroyable.
Vraiment, c'est à la fois une plongée, dans un moi j'ai l'impression en tout cas de plonger dans une sorte d'énorme tunnel noir et puis en même temps d'avoir une lumière, à la fin, incroyable. Heu, pourtant je m'étais préparée, hein, pour mon deuxième accouchement, psychologiquement, émotionnellement et tout, mais il y a eu des moments où, je perdais pied et où j'avais l'impression que je n'allais pas y arriver et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a la une sorte de force intérieure qui fait qu'on tient et qui fait qu'on y arrive et c'est voilà et ça je l'avais jamais rencontré. Donc c'est beau de passer par là. C'est pour ça que, alors j'ai rien du tout contre les personnes qui veulent accoucher, avec une péridurale à la maternité, c'est vraiment un choix personnel. Mais je trouve quand même qu'au niveau de l'éducation, et de voilà, ce qu'on nous transmet comme information, c'est pas mal quand même d'avoir l'info, que, la naissance physiologique est possible et qu'elle peut constituer aussi une sorte de pour les femmes qui en ont besoin bien sûr, d'une sorte de rite de passage. Notre société alors dans la plupart des sociétés, traditionnelles, les hommes, les femmes, donc les jeunes garçons et les jeunes filles avaient tout au cours de leur vie, des rites de passage pour devenir adultes, pour devenir parents, pour devenir, voilà et plein de choses et c'est vrai que nous dans notre modernité, bon à part le bac et le permis de conduire, que je n'ai pas d'ailleurs, le permis de conduire. Il y a pas vraiment de rite de passage. Si, il y a aussi peut-être l'achat d'un appartement, enfin voilà, mais en tout cas, c'est pas ritualisé comme ça l'était avant. Hem et et quelque part, moi, j'ai du coup eu besoin d'avoir ce rite de passage-là et c'est comme ça que je me suis sentie vraiment devenir femme. Et avant ça, même parfois, j'étais étonnée d'être mère. Quand, je sonnais à la crèche, là, que je disais: «Je suis la maman de Naïm», chaque fois, ça sonnait bizarrement. Genre, je me disais: «Mais ouais, je suis une maman, c'est vrai». Mais je me sentais pas encore vraiment, mère, voilà. Et j'étais une maman pour mon fils, hein, il y a pas de souci là-dessus, mais le côté «adulte» entre guillemets, je l'avais pas encore tout à fait et le fait d'accoucher à la maison, ça m'a donné, ça. Je dis pas que c'est obligatoire de passer par là pour, devenir adulte. Moi, c'était peut-être mon parcours à moi juste, mais je pense qu'il y a pas mal de femmes qui, quand elles traversent ça, elles se rendent compte de quelque chose. La sage-femme qui m'avait accouchée, enfin qui m'a aidée alors maintenant j'essaye de plus avoir ce vocabulaire-là, mais il m'échappe encore, de me dire qu'on m'a accouchée ou qu'on m'a aidée à accoucher, parce que les sages-femmes en fait, qui font de l'accouchement à domicile sont là pour accompagner la femme qui accouche, mais c'est toujours la femme qui accouche et c'est pas quelqu'un qui l'accouche. Mais voilà, ça m'échappe encore, hein, comme comme tu peux le voir. Je travaille dessus. Cette sage-femme, m'avait, voilà, dit qu'elle, en tout cas, elle avait voulu accoucher, à domicile, en plus à une époque où vraiment, heu, personne ne pouvait comprendre qu'avec cette péridurale qui était, toute récente et qui était, génialissime, pour éviter la douleur, on pouvait pas comprendre en fait qu'on veuille s'infliger ça et d'ailleurs c'est une réflexion que j'ai souvent eue, hein, «Je comprends pas pourquoi tu veux avoir mal». En fait, Mmh. je veux pas avoir mal, je veux juste, rentrer en contact avec, quelque chose de fort de moi et voir, jusqu'où je suis capable d'aller. Si je pouvais éviter la souffrance, je le ferais, mais la souffrance, elle est parfois, enfin la souffrance, la douleur ou la sensation, l'intensité en tout cas est nécessaire et pareil, ça c'est aussi comment dire? Un une construction sociétale de dire qu'il faut souffrir ou avoir mal, ressentir de la douleur pendant l'accouchement. On le voit parce que dans les pays, heu, plutôt judéo-chrétiens, de culture judéo-chrétienne où il y a, la figure, de la femme souffrante, qui est exacerbée, les femmes, souffrent plus. Alors que dans les pays plutôt anglo-saxons qui ont une culture plutôt protestante, alors d'ailleurs pourquoi je dis, judéo-chrétienne, c'était catholique que je voulais dire. Donc il y a les pays, plutôt catholiques et il y a les pays plutôt protestants et dans le protestantisme, la figure de la femme souffrante n'est pas, mise en avant autant. Donc on n'est pas biberonné à cette idée que la femme doit absolument souffrir et les femmes gèrent beaucoup mieux leurs accouchements. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs dans ces pays-là qui accouchent en maison de naissance ou sans péridurale, et c'est pas quelque chose de bizarroïde chez elles. C'est même plutôt la norme. Nous, c'est un peu le contraire et on est un peu bizarre quand on veut
accoucher de manière physiologique ou naturelle. Mais voilà, en tout cas, je sais même plus pourquoi je disais ça. Je suis très en digression. Mais voilà, donc bon, tout ça pour dire que moi, j'avais besoin de traverser ça pour rentrer en contact avec cette puissance qui était à l'intérieur de moi et je sais, voilà, je sais jusqu'où je peux aller. Pour ton premier accouchement, t'as pas du tout ressenti les choses de la même manière. Non, alors j'avais quand même bien préparé les choses, j'avais un projet de naissance, etc. J'étais à la maternité dans une baignoire, tout allait très bien. Et bah, je sais pas tellement comment c'est passé, je pense que c'était en lien aussi avec ce côté encore de hiérarchie, il y a le sachant et il y a le patient. Et moi, j'ai pas trop mon mot à dire. C'est une sage-femme, en fait, a estimé, bon, j'ai su après que c'était pas nécessaire, mais je savais pas sur le moment, a estimé que je ne dilatais pas suffisamment vite, Mhm. en tout cas pas d'un centimètre par heure. Bon, juste après mon accouchement, je sais que l'OMS a fait voilà, une circulaire pour dire qu'il fallait arrêter de calculer d'un centimètre par heure parce qu'en fait, tous les corps des femmes peuvent évoluer différemment, plus rapidement, plus lentement. Pour un premier bébé, en plus, ça peut être plus lent, sans que le bébé soit en danger ou la maman soit en danger. En tout cas, moi et mon bébé, on allait très bien. Et apparemment, je ne dilatais pas suffisamment rapidement, donc elle a percé la poche des os de manière assez précoce. Et là, c'est vrai que je m'y attendais pas, que le seuil de douleur, là pour le coup, en tout cas ce que j'ai ressenti à l'époque, est monté très très vite et j'ai perdu pied. Mm. J'ai tenu encore 1 ou 2 heures, je crois, 2 heures. J'étais à 7 centimètres, quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, n'en pouvant plus, en fait, je pense que je me suis mise à mal respirer. Et mon bébé s'est pris les contractions sur lui. Il n'était plus dans cette petite bulle d'eau qui absorbait aussi la contraction pour lui. Et bien, a commencé à être un petit peu en souffrance. Donc, il y a eu du méconium, donc du liquide teinté. Donc, on voit que le bébé est en souffrance. Donc, ils m'ont fait sortir de la piscine à ce moment-là, enfin, de la baignoire. Et ils m'ont dit qu'ils allaient accélérer l'accouchement. Donc là, c'est des hormones de synthèse, de l'ocytocine de synthèse qu'on nous injecte, qui rendent les contractions encore plus fortes, la douleur aussi plus intense. Et ensuite, je pense que j'ai encore tenu 1 heure ou 2 et j'ai demandé la péridurale, qui ensuite a été... alors c'est certainement mon corps, hein, je sais pas, mais je sentais plus rien. Donc ça a été beaucoup plus compliqué de pousser au moment où il Mhm. fallait pousser. Et donc j'ai eu en fait l'enchaînement assez classique médical. On perd sa poche des os, on injecte de l'ocytocine, on a besoin de la péridurale, ça ralentit les sensations, on n'arrive pas à pousser correctement, le bébé en dehors du corps. Et j'ai eu forceps et épisiotomie. Et ça a été assez traumatisant, je dois dire. J'ai mis du temps à m'en remettre. Parce que, alors déjà, je me suis sentie complètement, même à un moment donné, hein, je leur ai dit, je veux plus être là. Faites tout ce qu'il faut, mais moi, je veux plus être là. Sortez-le. Je n'arrêtais pas de répéter, sortez-le. Euh, mais j'étais en mode, j'avais coupé avec mon corps. J'avais coupé au début parce que je ressentais plus rien avec la péri. Plus rien. Alors, je ressentais quand même un petit peu parce que j'arrivais quand même à pouvoir bouger, donc j'étais pas complètement terrassée. J'étais pas complètement endormie du bas du corps, mais je sentais plus ni les contractions. Enfin, en tout cas, je me rappelle que je regardais le monito pour voir quand la contraction arrivait. J'avais plus du tout de notion quand est-ce qu'elle arrivait. Voilà, donc j'ai eu cette première coupure avec mon corps par le médicament. Et ensuite, j'ai eu une coupure avec mon corps psychologique, en fait, émotionnel, où je sentais que j'étais plus maître à bord et que là, j'allais avoir besoin que l'on m'aide. Et voilà, c'est ce que j'ai pas voulu revivre pour ma deuxième. Alors effectivement, un accouchement à domicile, ça se prépare. Et c'est que quand on a une grossesse sans aucun souci, non pathologique. Euh, voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir ça pour ma deuxième grossesse. Et, euh, et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai commencé le travail dans la nuit. Je sentais que ça travaillait un petit peu. Le matin, je sens que ça s'accélère, donc j'appelle la sage-femme pour qu'elle vienne. Donc elle est venue assez rapidement parce qu'elle savait que pour le deuxième, ça pouvait aller vite. Et en arrivant,
peut-être 1 heure après, j'étais déjà à 5 ou 6 centimètres de dilatation et elle m'a dit: «Voilà, maintenant, tu peux avoir accouché dans une demi-heure ou dans 4-5 heures. C'est juste une question de lâcher prise». Et en fait, j'ai stagné hyper longtemps à exactement à l'endroit, de dilatation du col que j'avais atteint toute seule la première fois. Et après, j'ai eu une sorte de doute. Mais en fait, est-ce que je suis capable d'aller plus loin que ça? Et j'ai stagné, stagné, stagné. Le bébé allait bien, enfin, elle vérifiait, donc elle me disait: «Pas de panique, on attend». Mais effectivement, et le truc aussi, c'est que j'arrivais à trouver des positions antalgiques, qui faisaient que je n'allais pas me confronter à la sensation, vraiment à la douleur. Et au bout d'un moment, c'est elle qui m'a un peu secouée, qui m'a dit: «Écoute, là, tu n'as pas mal». Alors, elle était un peu, maintenant j'ai évolué aussi sur le champ lexical, mais c'était une sage-femme qui faisait de l'accouchement à domicile, mais qui était d'une ancienne génération. Donc elle parlait beaucoup de douleur et de souffrance, quand moi maintenant je fais ce travail de sortir ça de mon vocabulaire. En tout cas, à l'époque, elle me disait: «Je vois que tu n'as pas une douleur ou une intensité pour une femme qui est à 7 centimètres de dilatation. Donc, il va falloir que tu aies le courage d'aller au contact de ça et que tu changes de position et que tu sortes de ces positions dans lesquelles j'étais sur un coin de fesses, un peu tournée d'un côté, j'attendais que la contraction passe, mais je rentrais pas pleinement dans mon corps en fait. Je laissais pas la contraction, je détournais le regard à chaque fois que la contraction arrivait au lieu de plonger dedans. Et donc au départ, ma sage-femme m'a bousculée un petit peu, mais je résistais. Et c'est quand mon mari, qui était avec moi, m'a dit: «Voilà, maintenant, on va faire les positions». En plus, j'avais tout préparé pour, me mettre accroupie. J'avais fait accrocher, au plafond un truc pour pouvoir me pendre. J'avais mon ballon, j'avais plein de trucs. Donc je m'étais préparée à faire toutes ces positions dans lesquelles je ne m'étais pas encore mise, parce que j'avais réussi à trouver ces positions antalgiques qui me faisaient détourner le regard. Et mon mari m'a dit: «Voilà, maintenant, je suis là, hem, tu vas rentrer dans ces positions-là». Et donc je me suis mise accroupie et là, je me rappelle que la douleur était très intense, mais effectivement, c'est ce qui a permis à mon bébé de finir d'appuyer sur le col comme il fallait, de dilater complètement et de sortir. Ça, du moment, en fait, où je me suis dit: «Vas-y, j'y vais, là, il faut», j'ai lâché prise. Je suis rentrée, ouais, tête la première dans la vague. Et là, ça s'est passé hyper rapidement. Mais j'avais besoin de ce petit truc, de ce petit déclic, émotionnel et psychologique, de me dire: «Je suis capable, je vais y aller et j'ai pas peur de cette intensité». Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que, ouais, je pense que ça a mis, 5 heures, 4-5 heures avant que je décide d'y aller. Enfin que je décide, qu'on me pousse, qu'on m'y pousse et que j'accepte finalement, et heureusement que voilà. Mais ouais, mon corps et mon esprit s'étaient arrêtés au moment où j'étais, allée toute seule la première fois et quelque part attendaient de l'aide extérieure pour la suite, Ouais. avec Ouais, ton cette petite subconscient, en fait, hein, ton ouais, inconscient, il est reparti un peu dans le passé, dans ce que tu as vécu, dans tes blessures, anciennes, quoi. ouais, ouais. Et même je me rappelle que je me disais: «Mais», je répétais en boucle: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis pas à l'hôpital? De la péridurale?» Et en plus, bon, bah, je faisais que taper des pieds par terre, je me rappelle. Je tapais, je tapais, je tapais, je tapais. Et hem Et en même temps, voilà, je suis tellement heureuse d'avoir pu, passer ce truc-là. C'est comme quand on est dans une épreuve sportive et qu'on n'en peut plus et qu'on est au bout, au bout, au bout, et que, hop, d'un seul coup, il y a une sorte de petit feu qui se rallume et qu'on arrive à retrouver de l'énergie. On ne sait pas d'où elle sort, on était épuisés. Et c'est un très bon entraînement pour la maternité ou la parentalité, parce qu'en fait, il y a tellement de moments où on n'en peut plus, où on est à bout, on est épuisé, mais il va falloir encore trouver ce petit feu en plus parce qu'il va falloir faire sa journée, il va falloir se réveiller la nuit parce que le bébé est malade, parce qu'il pleure, parce que bref, ou pour l'allaitement. Et en fait, ce truc-là qui donne, enfin moi j'ai eu l'impression dans mon deuxième postpartum que j'avais beaucoup plus de force psychologique, que je savais que j'étais capable. Voilà, donc
Non, c'était assez incroyable cet accouchement et ça me faisait rire aussi parce que, de plus en plus aussi je m'intéresse au transgénérationnel, à l'histoire, avec les femmes qui nous ont précédées et ma sage-femme me disait que, c'était vraiment drôle parce que je tape pas des pieds, voilà, même quand je suis énervée ou quoi, je suis pas du genre, mais là, j'avais besoin de taper des pieds, et je comprenais pas. Je me disais: «Mais ça sert à rien». J'avais lu dans aucun bouquin que, je m'étais dit: «Il fallait que je fasse des sons graves, il fallait que je me mette accroupie». Je comprenais pas pourquoi mon corps me demandait de taper des pieds et j'avais l'impression que c'était contre-productif et ma sage-femme m'avait dit: «Quand on tape des pieds, c'est qu'on appelle ses ancêtres à l'aide pour avoir la force de ses aïeuls». Et ça m'a beaucoup portée et je me suis reconnectée à toutes ces femmes avant moi qui avaient accouché comme ça et je me suis dit: «Voilà, elles ont eu la force, j'aurai la force». Et c'était vraiment, je me suis sentie portée et accompagnée et ça m'a pas quittée et je suis toujours très en contact maintenant avec l'histoire des femmes avant moi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut beaucoup porter les femmes et quand elles en prennent conscience de toutes ces forces, de toutes ces histoires, on ouais, ça permet de pas avancer seul dans la vie. Mmh. C'est clair. C'est beau ce que tu dis et c'est tellement vrai. Moi, je suis sortie, en siège Ouais, et c'est vrai que j'ai toujours dit: «Oh là là, moi j'ai trop peur». J'ai toujours eu très, très peur de tout ce qui est, hôpitaux, médecins, j'ai toujours eu très, très peur quand j'étais petite ouais. et en grandissant, je me disais: «Oh là là, mais moi j'ai trop peur de l'accouchement, je veux être maman, mais l'accouchement ça me fait trop peur», Mmh. et je pense que c'est aussi dû au fait que, bah, c'est vrai que, bah, ma mère a beaucoup souffert pour moi. Je suis sortie en siège, Ouais, sans péridurale, enfin, ouais. elle a beaucoup souffert et je pense que du coup, effectivement, bah, inconsciemment, quand je suis sortie, bah, ma mère a tellement souffert que forcément, moi, ça m'a aussi créé, dans mon subconscient, des peurs Ouais, bien sûr. et donc quand tu me parles de transgénérationnel et cetera, ça me parle vraiment beaucoup. Ouais, ouais, non, mais c'est quelque chose dans le travail pendant la grossesse, c'est important de travailler sur ces croyances, Mmh, limitantes, sur ces peurs, transmises, en fait, qui ne nous appartiennent pas et de s'en libérer pour être, moi je dis ça, je suis encore pas libérée de pas mal de choses, hein, mais je travaille encore. mmh, Mais voilà, c'est important vraiment de faire ce travail-là et puis c'est génial aussi de connaître, ce qui s'est passé avant nous. mmh, c'est clair. C'est ça Et nous tu nourrit. penses que le fait que, entre le premier et le deuxième, tu as peut-être, plus écouté ton corps, tu t'es peut-être plus, tu as cherché peut-être plus à connaître ton intimité. Est-ce que ça, tu Ouais. penses que c'est quelque chose qui t'a aidé aussi? Oui, 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 énormément, je pense. Alors, j'étais, déjà pour mon premier, j'étais en études de Mmh. naturo, donc j'avais déjà, commencé à faire un peu ce travail de connaissance de moi. Mais effectivement, je pense que c'est aller un cran au-dessus pour Farah et hem et d'ailleurs, j'ai pas arrêté ce travail-là. J'ai été en fait, je pense que ce qui m'a vraiment, le plus, en fait, je me rends compte que chaque épreuve de la vie m'a beaucoup apporté ensuite. Pour mon premier accouchement, j'ai eu, vraiment le périnée hyper abîmé par cette épisiotomie, ces forceps et cetera. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué et du coup, après ça, une fois que j'ai un peu sorti la tête de l'eau, je me suis beaucoup, beaucoup, intéressée, à ce sujet et voilà. Et donc du coup, j'ai exploré plein de choses. J'ai fait des stages avec, Bernadette de Gasquet, j'ai lu tous les livres sur le périnée, j'ai testé tous les trucs possibles, les rééducations dans tous les sens et tout et c'est vrai que j'ai appris à connaître cette partie de moi que je n'avais vraiment pas, appris à connaître Mmh. avant, mon premier bébé. On m'en avait, vaguement parlé un tout petit peu avant l'accouchement, enfin on m'en avait parlé, en préparation à l'accouchement rapidement, mais voilà. Mais en tout cas, j'étais vraiment déconnectée et coupée de cette zone, heu et voilà. Donc j'ai appris à l'explorer beaucoup plus. Et en repartant de très loin, puisque au départ, j'avais même plus de sensations, j'avais l'impression que j'allais plus jamais retrouver des sensations dans cette zone, j'allais plus pouvoir être même continente ou quoi, enfin c'était vraiment compliqué. En repartant de très très loin et en voyant ce que mon corps était encore capable de faire pour se reconstruire,
pas parfaitement, mais vraiment arriver à faire quelque chose d'incroyable. J'ai repris confiance énormément dans mon corps aussi. Et voilà, donc quelque part, même si a posteriori j'aurais préféré éviter ces forceps, cet épisio, etc. À la rigueur, je pense que c'est pas l'épisio d'ailleurs qui était la pire, c'était vraiment les forceps parce que ça m'a vraiment écarté le bassin. Et, euh, et donc en fait, même si j'aurais préféré ne pas avoir à vivre ça, quelque part, ça m'a permis de me renseigner, de rentrer en contact avec cette zone qui avait été abîmée. Et voilà, et donc d'apprendre des choses et pouvoir aussi transmettre ça aux femmes en amont pour qu'elles ne le découvrent pas quand on leur demande de faire leur rééducation du périnée. Parce que quand on rentre en contact avec cette zone-là en mode rééducation du périnée, c'est très très compliqué. Et moi, je milite pour qu'on apprenne ça enfin, ça aux petites filles. C'est quand on est petite, enfant, qu'on se développe, qu'on est censé se rentrer en contact avec le périnée. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, et je l'ai appris tardivement, les mamans parlent de manière très imagée, mais elles en parlent du périnée à leurs filles. Mhm. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Elle parle d'images de voilà, il faut que tu as une marguerite, il faut que elle se ferme, ensuite elle éclot, et après tu refermes les pétales. Donc c'est très imagé, c'est très voilà, on n'a pas besoin de prendre des mots d'adultes pour en parler. Mais si la petite fille elle grandit avec cette idée qu'elle peut contrôler la remontée de son périnée, qu'elle peut faire de l'activité physique ou des efforts en le protégeant quand elle tousse, quand elle va faire pipi, quand elle va à la selle, quand elle court, quand elle saute, qu'il y a plein de choses à faire. Juste quand on est en contact et quand on sait comment le remonter et le protéger, ben, on pourra le faire. Mais si on n'a aucune idée, moi je me rends compte, a posteriori, j'ai été très sportive, mais j'ai dû me le flinguer, mon périnée. Parce qu'on me disait toujours contracte ton périnée. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, donc je poussais dessus. Maintenant je me rends compte. Donc voilà, ça n'a pas dû aider en plus. Et voilà, et quand j'entends par exemple qu'il faut dire aux petits enfants quand ils apprennent à aller aux toilettes, bah pousse. Je dis non, 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 on pousse pas en fait. C'est quand tu es prêt, le réflexe naturel va se faire et ton corps va pousser. Mais toi, t'as pas besoin d'en rajouter une couche, quoi. Euh, et moi, je l'ai fait beaucoup, par exemple. Je me rappelle que je n'aimais pas perdre du temps. Alors, c'est très bizarre d'ailleurs quand j'y pense, mais je n'aimais pas perdre du temps à faire pipi. Mhm. J'allais aux toilettes enfant et je poussais très fort. Ça très vite. Et voilà, et je me rends compte de toutes les petites choses en fait que je n'aurais pas dû faire, qui mises bout à bout et plus un accouchement un peu compliqué, ont fait que voilà, mon périnée était très abîmé et qu'il a fallu que je le reconstruise en partant de zéro quoi quasiment. Donc et encore, j'ai pas eu de déchirure complète, etc. Il y a des femmes qui ont vécu des choses encore voilà plus intenses que moi, mais voilà, donc, et quelque part maintenant, bah, je remercie entre guillemets ce premier événement parce que ça m'a permis de rentrer en contact avec cette partie de moi, de savoir aussi transmettre des choses par rapport à ça. Et même, je me dis pour mes enfants, voilà, je serai plus à même d'expliquer les choses. Euh, et après, ça sera leur vie, ça sera leur parcours. Hein. Je vais pas forcément, Bien sûr. je pourrais pas tout enlever tous les risques de leur vie, mais voilà, si jamais je peux mettre une petite graine dans leur tête qu'il ne faut pas pousser et qu'il faut protéger son périnée, etc. Et qu'il faut le respecter et qu'il faut y faire attention et être en contact avec cette zone, bah, ça sera gagné. Quoi. Après, ça sera à eux de faire leur choix. Alors, comment justement protéger, le périnée et le préparer, à une éventuelle, grossesse? En naturopathie, on part quand même du principe que le corps est très bien fait et que voilà, il est censé, quand on est dans un mode de vie physiologique, euh, il est en bonne santé, il va bien. Mais le problème, c'est que notre mode de vie actuel, là par exemple, je te parle, je suis assise de manière assez avachie, bah rien que ça, donc voilà, là je me redresse, mais rien que ça, en fait, ça exerce une pression sur le périnée. Le corps n'est pas tonique et il n'y a pas, voilà, on met trop de pression sur le périnée juste par la posture, par notre activité physique aussi au quotidien, comme on est beaucoup assis, qu'on n'est pas très, qu'on marche pas beaucoup et qu'on ne porte plus grand chose sur notre tête ou sur notre dos, eh bien on a tendance aussi à pas aller dans le bon sens pour le périnée.
On se rend compte par exemple que les femmes qui ont le périnée à la fois le plus souple et le plus tonique, puisqu'en fait, comme n'importe quel muscle, c'est ce qu'on recherche en naturopathie, hein, d'ailleurs, on fait très attention quand on parle d'exercice physique à faire en sorte que les muscles soient à la fois très élastiques, puissent s'étirer facilement et très toniques. Et la santé, c'est pas l'un sans l'autre. C'est une personne qui fait beaucoup de musculation, par exemple, qui a les muscles très toniques mais qui sont pas souples. Pour nous, c'est pas de la santé. Et l'inverse aussi, une personne qui ne fait que s'étirer mais qui a pas de tonicité, qui est hyper flex par exemple et hyper laxe et qui n'a pas de tonicité, pour nous non plus, c'est pas de la santé. Donc en naturopathie, on va regarder la personne et on va essayer de rééquilibrer. On va essayer de voir dans quel sens elle va en règle générale et on va lui proposer des choses un petit peu de l'autre côté pour trouver cet équilibre. Donc le périnée, c'est la même chose. Il doit être très souple pour pouvoir laisser passer un bébé, le sexe de notre compagnon pour les relations sexuelles, de pas laisser passer les selles et les urines. Donc ça doit être assez souple pour pouvoir s'ouvrir quand il y a besoin et laisser passer. Et en même temps, il doit être assez tonique pour soutenir enfin, c'est un plancher, c'est ce qu'on appelle le plancher pelvien, donc il est aussi là pour soutenir nos viscères, nos organes internes. Donc voilà, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Et donc, les femmes qui ont le périnée qui est à la fois le plus tonique et le plus souple au monde, c'est des femmes qui vivent dans la cordillère des Andes et qui portent beaucoup de choses sur leur tête ou sur leur dos, des pierres, et donc très très lourd, et qui travaillent accroupies. Donc la position accroupie permet d'étirer la zone. En yoga, il y a des postures bien précises, la posture de la guirlande, c'est une posture vraiment de préparation à l'accouchement excellente. Et d'ailleurs, il y a des cliniques, même au Japon, où les femmes font des squats complets avant leur accouchement pour étirer cette partie-là. Donc cette souplesse-là, on peut l'acquérir comme ça. Mais en même temps, elles sont hypertoniques et elles portent beaucoup sur leur tête ou sur leur dos, ce qui fait qu'elles étirent leur tronc vers le haut par une poussée qui remonte vers le haut, qui permet de libérer le diaphragme. Et quand le diaphragme est libre et peut monter et descendre comme il veut, eh bien le plancher pelvien, qui est en fait un autre diaphragme, suit le même mouvement. Et donc, il va pouvoir suivre le rythme de la respiration en remontant et en descendant. Donc, il va descendre à l'inspiration, il va remonter à l'expiration. Et les animaux, on le voit hein, quand on les regarde, on voit qu'au niveau de l'anus, il y a au fil de leur respiration, il y a ce mouvement. Mais nous, on a un peu perdu ça parce qu'on n'est pas beaucoup en mouvement dans notre journée, parce qu'on n'étire pas notre colonne vers le haut. Voilà, donc il y a plein de choses à faire dans notre quotidien déjà pour avoir un périnée qui est à la fois tonique et souple. Et c'est souvent très lié au mouvement, avoir du mouvement physiologique dans la journée, marcher, euh, se mettre beaucoup accroupi en squat pour faire des choses, ou bien en tailleur au sol. Et ça cause d'autres problèmes hein, d'ailleurs dans le corps, mais d'être toujours assis sur des chaises. On peut avoir des problèmes de retour veineux que n'ont pas les personnes dans des pays où on est beaucoup assis en tailleur. En Asie, dans les pays arabes, les femmes n'ont pas les varices que nous, on va pouvoir avoir rapidement parce que justement, cette position avec cette ouverture du bassin au sol, quand on est en position de tailleur ou quand on est accroupi, fait que au niveau des échanges de sang, du nettoyage de la zone, c'est beaucoup moins engorgé et en plus il y a moins de travail aussi pour que le sang remonte, que le retour veineux se fasse, puisqu'on est sur le même plan. Alors que quand on est assis sur une chaise, eh bien, le sang il descend jusque dans notre orteil et il faut qu'il remonte, mais il doit remonter vraiment en mode vertical. Donc ça, c'est compliqué. Ça fatigue beaucoup les veines. Voilà, donc déjà, au quotidien, d'avoir cette hygiène de vie-là au quotidien, c'est la base. Et ensuite, moi, je recommande souvent aux femmes que je rencontre qui n'ont pas eu encore d'enfants ou qui veulent, ou qui, voilà, d'aller voir une sage-femme qui fait de la rééducation du périnée avec des techniques manuelles. Euh, et voilà, de juste venir pour rentrer en contact et qu'elle puisse imager les choses et transmettre ce savoir-là et que la personne puisse voilà, savoir bah, quand est-ce que je contracte à tel endroit, quand est-ce que je remonte
avec voilà, des images. Toutes les femmes qui ont fait de la rééducation manuelle le savent maintenant, elles voient très bien quand on est en train de remonter un petit seau, ou quand on est en train d'aspirer une petite bille, ou quand voilà, toutes ces images-là, qu'on est en train de fermer l'enveloppe et l'envoyer en l'air. Euh, Bah, tout ça, ça permet, si on les a avant un accouchement, et c'est l'idéal, eh ben de protéger son périnée quand on va tousser, quand on va éternuer, quand on va aller à la selle, quand on va sauter à la corde à sauter, quand on va courir, tout ça. Ça, c'est vraiment hyper important et je recommande à toutes les femmes d'aller voir une sage-femme qui fait de la rééducation pelvienne et un ostéopathe ou une ostéopathe qui fait des manœuvres intrapelviennes. Ça, c'est assez rare parce que c'est une technique qui n'est plus enseignée en école d'ostéopathie et qui normalement n'est plus autorisée euh, pour les ostéopathes, puisque normalement, seuls les médecins, les sages-femmes et les kinés ont le droit de faire des manœuvres internes. Mhm. Euh, mais on peut voilà, trouver par exemple une sage-femme qui a été formée en ostéopathie intrapelvienne ou trouver un kiné qui a été formé en, euh, en ostéo intrapelvienne. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour essayer de remettre, euh, voilà, limiter les adhérences à l'intérieur de la zone pelvienne. C'est pas hyper agréable parce que ça va consister en un toucher vaginal et un toucher rectal, mais ça dure pas longtemps et en général, les femmes qui font ça sont très professionnelles et savent mettre à l'aise et détourner notre attention en nous parlant d'autre chose au moment où ça se passe. Mais ça permet vraiment de, voilà, s'il y a des petites choses qui bloquent, de les libérer avant même d'avoir un bébé. D'accord. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je recommande souvent et je recommande souvent aussi de s'acheter un pacer quand on est très sportif pour tous les sports à impact. On n'est pas égal devant la nature entre les hommes et les femmes parce que nous, notre périnée, les hommes aussi ont un périnée bien sûr, mais notre périnée, il est plus fragilisé puisqu'il y a l'orifice du vagin, donc qui fait une sorte de faille dans la structure du plancher pelvien, en plus des autres orifices que les hommes ont aussi. En gros, c'est l'orifice qui va apporter le plus de faiblesse, entre guillemets, dans le plancher pelvien. Et donc, quand on fait des sports à impact, qu'on court, qu'on fait du trampoline, qu'on fait de la corde à sauter, etc., eh bien, cet impact permanent, encore plus si on ne sait pas bien respirer et qu'on ne protège pas notre périnée, mais cet impact permanent fragilise le plancher pelvien. Et ça peut être intéressant d'insérer un PCR. Alors, il faut voir une sage-femme pour savoir à peu près quelle taille de PCR on peut mettre. Et le PCR, c'est un petit carré en silicone médical qui est bleu, un petit carré avec des faces qui sont un petit peu creuses. Et donc, on va pincer ça, on va l'insérer dans le vagin. Et quand il va se déplier, entre guillemets, eh bien, les parois vont faire ventouse sur les parois du vagin. Et quand on va aller courir, il y a une technique bien particulière pour le placer correctement, suffisamment haut, etc. Mais une fois que tout est bien mis, eh bien ça fait un soutien en plus au niveau du plancher pelvien qui fait que il se fatigue moins quand on va aller courir, quand on va aller faire des sports à impact. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup courir et je cours beaucoup moins souvent maintenant qu'avant, mais j'aime bien encore ça. Donc, Mhm. je pratique, mais avec un PCR. Comme ça, je D'accord. sais. En plus, ce qui est pas mal, c'est que quand je sens que le PCR commence à bouger, c'est une indication aussi pour moi de me dire, voilà, là, tu arrêtes de courir, c'est que ton périnée, il est trop fatigué. Donc, ça me permet de pas dépasser ma limite et de rester dans le respect de mon corps quand je fais de l'exercice physique. Ah Donc, oui, parce que effectivement, je peux courir voilà, des kilomètres et des kilomètres, mais ça me permet d'avoir encore ce mouvement que j'aime beaucoup et de protéger mon périnée à la fois. ouais, bah, tu vois, c'est super intéressant parce que moi, j'aime bien courir aussi et je savais pas du tout. Donc Ouais. franchement, Non, c'est super intéressant. là, c'est vraiment quelque chose que je recommande même aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, hein, vraiment, à partir du moment où on fait un sport à impact, c'est pas mal d'utiliser ça. Alors certaines personnes vont dire: «Ouais, mais c'est encore un corps étranger et cetera». Ouais, mais en même temps, si on veut vraiment faire un sport qui n'est pas physiologique, puisqu'en fait les sports physiologiques, c'est la marche, c'est le vélo, c'est des activités modérées qui n'ont pas beaucoup d'impact, ou en tout cas pas autant répétées parce que, par exemple, les exercices de type crossfit, etc., ont été développés pour que ce soit dans des mouvements physiologiques, mais quand même, on les répète beaucoup et on fait beaucoup de sauts et de choses comme ça. Ça peut être traumatique sur le périnée, sur le plancher pelvien. Donc, il vaut mieux quand même voilà, rajouter une petite aide et pas se l'abîmer en plus, quoi.
Oui, parce que quand on n'a pas eu encore, d'enfant, ce qui est mon cas, on s'en rend pas Mmh. forcément compte, mais après c'est vrai que, bah, il peut avoir des conséquences après pour l'accouchement et pour la grossesse. Mmh. Et moi, j'ai eu des jeunes filles, hein, qui font, de la course à pied ou qui, font du trampoline et qui me parlent de quand je leur pose la enfin, quand je leur demande si tout va bien, ça va et quand je leur demande si parfois elles ont des fuites urinaires, elles me disent: «Ah oui, ça m'arrive» ou «Oui, parfois quand je vais devoir faire, je vais courir, je mets une petite serviette ou quelque chose parce que je peux avoir des petites fuites». Bah, ça, c'est un signe qui n'est pas normal. Donc voilà, même avant d'avoir un enfant, il faut être vigilant à ça. Ouais. Et parfois, même alors avec le PCR et juste en une séance avec une sage-femme, hem, déjà rien que d'avoir la conscience de ce qu'il faut faire ou pas faire, déjà enfin voilà, ça arrête tout. On peut régler le problème très rapidement, mais il faut faire ce petit effort de connaître, de connaissance. Et après pour préparer à l'accouchement vraiment, alors il y a les méthodes Epinot, c'est ce petit ballon qu'on gonfle à l'intérieur du vagin pour atteindre petit à petit, ces 10 centimètres de diamètre pour, préparer le corps à laisser passer une tête de bébé. Mmh. Hem, Moi je l'ai fait pour mon premier. Bon après j'ai une épisio mais pas en lien avec je suis désolée, j'ai un peu la voix un peu cassée, je ne sais pas pourquoi. Pas en lien avec c'était pas en lien avec la non-préparation de mon périnée, hein, c'était autre chose. C'était à cause des forceps que j'ai eu cette épisiotomie. Donc j'ai fait cette préparation Epinot. Je pense que si ça rassure la femme, c'est intéressant. Après, j'ai évolué quand même et je me rends compte que le corps, le jour de l'accouchement, les tissus sont tellement imbibés d'hormones pour que les tissus se détendent. Par exemple, pour ma deuxième, je l'ai absolument pas fait. J'ai juste fait des massages du périnée avec de l'huile tous les jours le mois avant l'accouchement. Et j'ai pas eu de soucis. J'ai eu des toutes petites déchirures très superficielles qui ont même pas eu besoin d'être recousues ou quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je suis plus à faire confiance à mon corps quand je suis en train de lui faire enfin, je lui demande quelque chose de physiologique. L'accouchement, c'est physiologique. Mmh. Le corps est fait pour ça. Donc, je lui fais confiance le jour de l'accouchement. J'aurais juste préparé, je l'aurais un petit peu assoupli avec des massages, etc. Mais je lui fais confiance et je sais que les hormones, le jour de l'accouchement, qui vont imprégner mes tissus, vont leur permettre, si je laisse bien le temps à mon corps d'accoucher au rythme qui est le sien, et ben ça va permettre de laisser passer bébé comme il faut, sans déchirure, sans, voilà, sans, en tout cas sans déchirure grave, quoi, voilà. Mmh. Donc je suis pas forcément pour. Après voilà, si psychologiquement ça rassure la personne de savoir qu'elle a réussi à faire sortir, un petit ballon gonflé de 10 centimètres ou de 8 ou quoi et que psychologiquement elle se dit: «Bon bah c'est faisable», bah pourquoi pas? Parce que du coup elle aura ce lâcher prise nécessaire le jour J. Et je sais que dans certaines cette technique Epinot, elle dérive d'une technique africaine, où on prépare les femmes à l'accouchement justement en leur insérant alors je sais plus, des petits objets qui sont vraiment faits pour, et qui sont de plus en plus larges pour, préparer à faire passer une tête de bébé. Donc voilà, c'est quand même une technique aussi traditionnelle, ancestrale, et peut-être que sur certaines femmes, c'est nécessaire. En tout cas, voilà, je suis pas, moi, maintenant, j'aime bien faire confiance à mon corps quand je lui propose quelque chose de physiologique. Mais est-ce que le fait de justement de connaître son intimité, ça permet aussi de mieux faire confiance à son corps? Ah oui, mais énormément, énormément et par exemple, j'en parle beaucoup, sur, les réseaux et cetera qu'il est important pour la femme, par exemple, d'avoir déjà vu à quoi ressemblait son col de l'utérus, un col de l'utérus et de le toucher. Il y a très peu de femmes, en fait, qui ont déjà mis les doigts dans leur vagin suffisamment profondément pour sentir, ou alors en tout cas, elles se sont pas rendues compte que c'était ça, mais aller au contact de ce col de l'utérus qui va être modifié au cours du cycle. Et on a plein d'indicateurs que on veuille tomber enceinte ou qu'on veuille pas tomber enceinte, on va avoir plein d'indicateurs de fertilité grâce à ce col de l'utérus, grâce à la glaire cervicale. On va savoir si selon sa texture, selon sa hauteur, selon sa position, si on est plutôt dans une phase fertile ou pas. Heu et voilà et en fertilité, c'est quasiment la base parce qu'on n'ovule pas forcément 14 jours après le début de ses règles. Les femmes, c'est un petit peu en décalé. Donc si on peut nous-mêmes, sans même faire des tests d'ovulation urinaire là, mais tous les jours on touche son col de l'utérus et on sait à peu près repérer,
ça donne des indicateurs incroyables pour savoir à quel moment il faudrait faire l'amour si on veut, Avoir un bébé. voilà, concevoir un enfant. Exactement. Donc ça, c'est la première étape pour concevoir, mais rien que pour se connaître, en fait. Et pour, comment dire? Pour, sortir de cette culture aussi de zone honteuse. Il y a un terme encore en médecine, qui parle de ce nerf qui traverse le périnée, on l'a longtemps appelé le nerf honteux. Et alors que, dans des cultures, par exemple, plus asiatiques ou orientales, où on va plus parler de de chakra sacré, par exemple. Mmh. Donc qu'on ait et d'ailleurs le terme sacrum, vient de là, c'est le côté sacré. Mais moi je suis vraiment pour que les femmes rentrent en contact avec ce côté sacré, incroyable, magnifique, plein de puissance de leur corps et laissent de côté complètement le champ lexical de la honte, de la pudeur, de la, voilà, de détourner le regard, de pas aller voir en bas. Heu, c'est important, vraiment important pour les femmes de se connaître, de connaître leur plaisir aussi. Heu, on n'est pas faites que pour, se reproduire et concevoir. On est aussi et c'est pas pour rien qu'on a des organes du plaisir à cet endroit-là. Il faut aller les explorer, les connaître. Voilà, ça c'est très, très important. Je vous recommande d'ailleurs, il y a un épisode de Netflix de Goop Lab, qui est assez intéressant. Je ne sais plus lequel c'est exactement, mais c'est sur la vulve. C'est très très intéressant. Ça permet vraiment de rentrer en contact avec une partie de soi qu'on ne connaît pas, et très peu de femmes d'ailleurs qui ont regardé leur vulve. Euh, mais c'est important et c'est intéressant. Donc la vulve, le vagin, le col de l'utérus. Et c'est important aussi de nommer les choses. Alors, on peut les nommer aussi de manière plus jolie, hein. Il y a pas mal de femmes qui parlent de leur yoni, et qui utilisent plein d'autres termes qui sont très beaux. Et il faut sortir il faut sortir, voilà, on peut dire les trompes utérines plutôt que les trompes de Fallope. C'est pas très très joli et puis ça peut faire penser à un autre terme. On peut voilà, parler de chakra sacré ou plutôt que de nerfs honteux. Voilà, même si on peut parler du nerf, hein, c'est pas la même chose que le chakra, bien sûr, mais voilà, c'est important aussi de changer son champ lexical par rapport à tout ça et de voir que cette zone n'est pas une zone de la honte absolument cachée, qui est sale. Les règles, c'est pas sale, etc. Ouais, tout ça, mais ça demande aussi voilà, de se poser pas mal de questions, de savoir à quoi ça sert, pourquoi le corps met tout ça en place, de savoir par exemple que on a des cellules souches dans le sang de nos règles qui pourraient un jour aider à sauver des vies. Bah, c'est super beau pour toutes les personnes qui disent que ça sert à rien, que c'est sale et qu'il faut vraiment le mettre à vite à la poubelle. C'est intéressant. Oui, et Je ça suis permet pas, de retirer certains tabous. exactement. Après, je suis pas, par exemple, je suis pas au point de, parce qu'il y a des femmes qui font ça, qui prennent le sang de leurs règles et qui s'en font des masques ou des choses comme ça. Moi, je suis pas à ce point-là, même si je ne juge pas. Je trouve ça, voilà, si elles jugent bon de le faire et qu'elles en voient des effets, que ça leur fait du bien, bah, qu'elles le fassent. Et je juge absolument pas ça. Mais voilà, il faut trouver au moins ce côté pas tabou et ce côté on respecte son corps à travers exactement tout. Et d'ailleurs, même les excréments en naturopathie, dans mon petit questionnaire, je demande est-ce que c'est moulé, à quoi ça ressemble, est-ce que ça sent, quelle couleur. Et il y a plein de personnes qui vont dire mais j'ai jamais regardé. Mmh. Bah, il faut regarder. Il faut, parce que ça vous donne une indication très très intéressante sur comment ça se passe dans votre corps, comment ça se passe dans votre ventre. Euh, Est-ce que votre foie fonctionne correctement ou pas, voilà. Donc, il ne faut pas détourner le regard du corps. Il nous donne tellement d'indices, tellement d'indicateurs sur plein de choses. On n'est pas obligé de le crier sur tous les toits et de le montrer à voilà, mais c'est chacun son choix par rapport à ça. Mais au moins, entre soi et son corps, il faut être proche. Voilà. Ouais. Bah, franchement, je pourrais parler avec toi encore, des heures et des heures. Merci beaucoup, Marine. Merci de m'avoir invitée. Et puis, belle continuation à toi. J'espère que ça pourra apporter des petites pistes aux femmes Oui, qui écouteront. j'en suis persuadée. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode t'a inspiré. Tu peux me retrouver sur Instagram, Papillon en Lumière. Partage-moi ton avis, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt au prochain épisode.